solution qui dirait on emmène plus, enfin on baisse un peu les critères, pourquoi pas. De toute façon, il y aura une marge de sécurité, il y a toujours des marges de sécurité dans les missions spatiales, mais pourquoi pas donc minimiser les critères, mais à ce moment-là, je pense qu'on va passer à côté de quelque chose, de solutions qu'on aurait pu trouver si on avait gardé des critères beaucoup plus stricts. Ok. Après, moi, je vois ça comme un ingénieur, tu sais, genre, juste, si on met des critères stricts, ça veut dire que c'est complexe et que donc c'est difficile. Tu vois, relâcher des critères, c'est souvent faciliter la vie des ingénieurs. Donc, c'est pour ça que je pose cette question comme ça. Je regardais le chat vite fait pour voir s'il n'y avait pas des questions qui nous étaient venues. Ashline qui nous dit ça risque aussi de les fragiliser plus tard si on conserve ces process pour de la production de long terme sur la Lune ou sur Mars. Je pense qu'il réagit à la remarque que je venais de dire. Je pense que c'est ça, ouais. Bon, écoute, non, pas plus de questions que ça. Je pense que les gens sont fascinés. Donc, il n'y a pas de souci. S'ils ont des questions, il ne faudra pas hésiter. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. On a du temps encore. Et écoute, je t'invite à continuer à parler de ton schéma. Oui, donc mon schéma qui en fait parle de mon modèle. Donc ce que je fais principalement, une grosse partie de mon travail, c'est de modéliser ces échanges gazeux dont je viens de vous parler. Et donc là, je vous explique un petit peu comment le modèle s'organise. Donc on fait d'abord un bilan de masse sur la plante. Puis un bilan de masse, c'est qu'on regarde les flux, la quantité de CO2 qui rentre, la quantité d'oxygène qui sort, la quantité de vapeur d'eau qui sort, et on regarde ce qui reste dans la plante. Et donc, comme ça, on va pouvoir en déduire le taux de croissance de cette plante. Combien de carbone elle a accumulé, combien d'eau elle a accumulé dans ses cellules, et comment elle va pouvoir pousser. Alors là, moi, je le fais d'un point de vue purement quantitatif. Je ne regarde pas les différentes structures et les différentes géométries. Donc, je regarde simplement, voilà, combien de CO2 on fait rentrer, combien d'eau on transpire et combien d'oxygène on produit. Et puis, ça, c'est fonction donc, de ce que je disais tout à l'heure, de cette épaisseur de couche limite. Et donc, du niveau de gravité et de ventilation dans lequel on se trouve. Et une fois qu'on a regardé, qu'on a fait ce bilan de masse là pardon ? J'ai une question. Oui. Tu disais donc que la transpiration, la production d'oxygène était fonction de la couche limite. C'est-à-dire à quel niveau ? Si la couche limite est plus faible, on a plus de production d'oxygène et plus de transpiration, si je ne me trompe pas. Et si la couche limite est plus grande, donc s'il y a moins de ventilation, il y aura moins de transpiration et moins de production d'oxygène, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc plus la couche limite est grande, moins ces flux d'air ces flux de gaz sont importants. Donc moins on absorbe de dioxyde de carbone, moins on transpire et moins on produit d'oxygène, avec une grosse couche limite. Et avec une petite couche limite, au contraire, on va promouvoir tous ces échanges-là. Et donc voilà, une fois qu'on a fait ce bilan de masse, on fait aussi un bilan d'énergie sur la feuille. Un bilan d'énergie qui va nous permettre de regarder ce qui se passe en termes d'échange d'énergie avec l'extérieur. Là, on a regardé l'échange de masse avec l'extérieur, l'échange de matière. Et donc là, on regarde le bilan énergétique. Et donc, en termes d'énergie, on va avoir l'énergie qui vient de la lumière incidente, ce que j'ai appelé énergie des photons, de manière très originale. Et donc, c'est vraiment tout simplement la lumière qui touche la plante et qui d'ailleurs déclenche la photosynthèse. Ensuite, on a
de l'énergie qui vient du rayonnement de l'enceinte dans laquelle se trouve la plante. La plante elle-même rayonne, donc là on va perdre cette énergie de rayonnement. Et puis on a une perte d'énergie par convection, donc par la ventilation qu'on a appliquée sur cette feuille, va faire qu'on perd une partie de l'énergie avec chaleur, cette du coup qui est dessus, oui, c'est de la chaleur. Et puis on a donc cette énergie qui est perdue par la transpiration, donc énergie latente. Et donc, oui. Et donc on a donc de l'énergie qui est perdue par transpiration, convection et rayonnement. Et on a de l'énergie qui est, j'allais dire aspirée, elle n'est pas aspirée, qui est reçue par les photons et par le rayonnement extérieur. Et donc tout ça, ça va se coupler avec le bilan de masse. Et avec ça, on va pouvoir déterminer comment la gravité et les niveaux de ventilation influent sur la température de la feuille, la croissance, enfin la température de feuille et par extension ensuite de la plante, mais là je m'intéresse vraiment à la feuille, la croissance de cette feuille avec l'accumulation d'eau, l'accumulation en carbone, etc., etc. Alors, question de Karim. Les flux de gaz sont-ils simplifiés dans le schéma ou est-ce qu'on a vraiment que 3 flux étudiés dans ton bilan de... Je pense qu'il parle du bilan de masse en l'occurrence. Oui, là on a vraiment les 3 flux principaux, c'est ça, pour la photosynthèse. Ok. La deuxième question que moi j'avais, du coup, c'est... Donc tu viens de dire, tu étudies ça au niveau de la feuille, l'équilibre au niveau de la feuille. Oui. Comment tu fais pour isoler une feuille d'une autre? Parce que je suppose que ta feuille, elle est reliée à une plante. Oui. Ça marche mieux quand c'est relié, quoi. Donc là, on est sur du modèle. Donc d'un point de vue modèle, c'est assez facile d'isoler, hein, parce que c'est moi qui décide les contours du système à étudier. Par contre, d'un point de vue expérimental, comme tu poses la question, je te réponds. On a ce genre d'équipement qui permet de mesurer les flux gazeux, enfin les échanges gazeux et la photosynthèse au niveau d'une feuille. Donc cet appareil là que vous voyez sur la droite, c'est ce que j'utilise en laboratoire pour faire des mesures sur les plantes. Donc là, dans ce système-là, on a une petite enceinte qui vient se clipser sur une feuille. Dans la partie supérieure du système, ici, la partie blanche, là, on a des LED qui vont venir éclairer la feuille qui se trouve dans l'enceinte qui est ici. Et à l'intérieur de l'enceinte, on a un environnement contrôlé en température, en humidité, en CO2. Et moi, ce que je fais, c'est que je mesure la quantité de CO2 qui est absorbée, la quantité d'eau qui est transpirée, la quantité... et c'est tout, parce qu'on ne regarde pas la quantité d'oxygène avec ce système-là. Oui, tu penses juste la feuille, quoi. Et du coup, voilà, tu peux le faire sur la feuille. Voilà, donc là, c'est ce qui se passe sur la feuille. Et l'hypothèse que j'ai, moi, pour ce projet-là, c'est de dire que, donc voilà, j'ai un modèle qui fonctionne. Un modèle, il doit être calibré et validé. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais des mesures en laboratoire en 1G avec lesquelles je vais calibrer et valider mon modèle. Et ensuite, je ferai des prédictions pour des environnements de gravité réduite. Et puis, comme je ne veux pas me limiter à la feuille, pendant ma première année ici à Kennedy Space Center, j'ai développé cette enceinte ici qui vient se fixer donc, sur l'appareil là, qui fait donc, les mesures de CO2 et de vapeur d'eau. Donc là, ça me permet de mettre une plante en entier. Bon là, c'est une plante qui est particulièrement petite, qui est dedans sur la photo. À terme, ce sera des plantes un petit peu plus grosses. Mais voilà, je peux avoir une plante en entier dans l'enceinte. J'ai plusieurs ventilateurs à l'intérieur qui me permettent de faire varier la ventilation comme je veux, en intensité, mais aussi d'un point de vue de l'origine de cette ventilation, d'où ça vient. Et j'ai pas mal de capteurs à l'intérieur pour faire toutes les mesures dont j'ai besoin pour savoir combien
combien de CO2 cette plante a utilisé, combien de vapeur d'eau elle a transpiré, et puis voir si mon modèle prédisait bien ces échanges gazeux. Si je comprends bien, donc, tu as fait des premières études sur une seule feuille que tu pinçais avec ton instrument. Tu as déduit des modèles depuis le niveau de la feuille et maintenant tu essayes d'appliquer les modèles ou de les corréler avec une étude de toute la plante. Alors en fait, le modèle, je l'ai développé en grande partie pendant ma thèse. Et donc là, mon postdoc, il s'appuie sur ce modèle-là, mais plus focalisé sur tout ce qui est échange gazeux. Enfin, même quasiment que échange gazeux. Donc, c'est vraiment, donc le modèle a été un petit peu modifié dans ce sens-là pour regarder principalement les échanges gazeux. Et donc oui, effectivement, j'ai commencé toutes mes mesures avec simplement des mesures sur feuille. Et puis comme je veux avoir une vue un petit peu plus générale et pouvoir extrapoler de la feuille à une plante, donc on a développé cette enceinte-là. Qui est donc là je crois que oui, sur cette photo c'est encore le prototype, donc maintenant elle est un petit peu différente, mais elle est terminée, elle est testée et le Covid est arrivé. J'ai plus accès au labo depuis le mois de mars, donc tous mes tests en labo sont en suspens. Voilà, jusqu'à nouvel ordre, donc là pour l'instant je fais autre chose, je fais du développement de modèles. Ok. Et alors, petite question. Ah mince, j'avais une question. Je sais plus. Je vais lire les questions du chat, ça va me revenir. Question. Ah non, cette question-là, je la poserai plus tard. Combien de personnes dans votre équipe qui travaillent sur ces expériences-là Alors, on est nombreux. Alors, moi, sur cette expérience-là en particulier, c'est principalement moi et des stagiaires que j'ai de temps en temps. Ensuite, on est... et après, oui, on a le technicien du labo qui m'aide pour tout ce qui est la fabrication de la boîte, etc. J'ai pas le droit d'utiliser les ateliers ici. Et ensuite... ouais, donc dans tout notre groupe, on est, je pense qu'on n'est pas loin d'une bonne quarantaine. Il y a énormément de métiers différents. Il y a des microbiologistes, il y a des physiologistes des plantes, il y a des ingénieurs, il y a des chimistes. On est vraiment un groupe qui est interdisciplinaire parce qu'on en a besoin dans ce qu'on fait. Et oui, je pense qu'on n'est pas loin de 40 personnes. D'accord. Est-ce que ta plante a survécu au confinement, du coup, si elle est abandonnée depuis le mars ? Non, les plantes, je les ai sorties, je les ai plantées dans mon jardin ici, puis je les ai mangées. D'accord, ok. C'est pratique. J'avais une question sur ton expérience, mais je me souviens plus. Je m'en souviens plus. Oui, tu peux du coup décrire un peu plus en détail. Je ne sais pas si tu avais décrit. Du coup, on voit il y a des ventilateurs à l'intérieur. Tu as aussi des capteurs de pression. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce cube ? Donc là, on a la porte qui est fermée avec un joint parce que pour faire les mesures dans cette enceinte, on ne veut pas avoir de fuite d'air. Donc, le principe de mesure, donc à l'intérieur, là, on a des analyseurs de gaz infrarouge. Donc, un analyseur de gaz infrarouge, ce que ça fait, c'est que ça envoie une... je trouve pas les mots. J'ai tous les mots. C'est un rayon infrarouge. Donc, on envoie on va dire juste une lumière infrarouge sur le gaz à analyser. Ouais. Et puis en fonction de ce que le gaz va renvoyer comme oui, sa réponse spectrométrique. On va être soit avec de la vapeur d'eau, soit avec du CO2. Et surtout, on va pouvoir déterminer les quantités. Et donc on connaît ces signatures-là des gaz. Donc, on a deux analyseurs de gaz dans ce système. Un qui analyse le gaz qui rentre,
l'air qui rentre dans cette enceinte et un qui analyse l'air qui sort. Et donc, on connaît la quantité de CO2 et la quantité de vapeur d'eau qui rentre dans l'enceinte. On connaît la quantité de vapeur d'eau et de CO2 qui sortent de l'enceinte. Et donc, en faisant la différence des deux, on sait combien de CO2 la plante on sait combien de CO2 la plante a absorbé et on sait combien de vapeur d'eau la plante a transpiré. Pour mesurer, donc là j'ai différents ventilateurs, un ici, un derrière, là, puis un ici. On a aussi un ventilateur qui sort de cette machine-là. Pour mesurer le flux d'air que j'ai à l'intérieur de cette enceinte, j'ai des petits anémomètres, là, donc c'est des capteurs qui mesurent les flux d'air. Et je les bouge, donc vous voyez qu'il y a une grille sur mon enceinte. Je les bouge avec des aimants. Donc les anémomètres, on les a montés sur des aimants et puis je déplace mes petits aimants comme ça pour les faire bouger et pouvoir faire les mesures de flux d'air dont j'ai besoin. D'accord. Puis en complément, pour avoir une idée de la température de la feuille, j'ai un thermocouple là, donc espèce de tige que vous voyez, c'est un thermocouple qui à terme doit venir se placer près d'une feuille pour mesurer la température de la feuille. Voilà. Ok, alors c'est marrant parce qu'on avait justement une discussion avec mon tuteur aujourd'hui sur ces notions de thermocouple et de mesure de feuilles, mais c'était des feuilles de MLI nous, et on se posait la question, parce que là, en fait, est-ce que tu peux vraiment mesurer une température de quelque chose de très fin avec une sonde qui, par rapport à ce que tu mesures, est très grosse, tu vois? Donc là, ce thermocouple, il faudra qu'on le change. Il est probablement trop épais, mais ça va nous permettre de mettre en tout cas très proche de la feuille. Dans le système que je vous ai montré avant, où on clipse la feuille, il y a un petit thermocouple dedans, et là, pareil, on vient mesurer la température de feuille. Il est un peu plus fin, mais oui. Parce que le risque, en fait, c'est que tu mesures non pas la température de la feuille, mais en fait la température due au flux thermique par conduction à travers le câble dans le thermocouple, et que en fait tu mesures le bout de ta sonde, mais tu vois ce que je veux dire, parce que la conduction entre ta feuille et ton thermocouple, elle va être tellement faible que ton flux de chaleur sera pas forcément suffisant pour avoir une mesure potable, tu vois. On s'était mal compris avec le technicien sur le thermocouple à installer. Ouais. Donc, il sera changé. Ouais, non, mais je sais même pas s'il y a un seul thermocouple qui peut te permettre de faire ça. Nous, on s'était posé la question aujourd'hui sur nos feuilles de MLI. On n'est pas certain que ce soit très adapté, quoi. Et pourtant, on utilise des thermocouples très très fins, quoi. Mais voilà. Bon. Oui, non, mais voilà, c'est des trucs. C'est des discussions. Il faut chercher, il faut voir. Sudo qui nous dit: je suppose que le substrat noir n'est pas du terreau. Là, si, du coup. C'est du terreau. On travaille en labo là, quand on n'est pas sur des manips qui sont destinés à l'espace. On est sur du terreau, des pots, voilà. On n'a pas de bestioles parce que on est. Bon, il peut y avoir des bestioles dans le terreau, mais on fait. Quoi tu veux. J'en ai vraiment, si on a des bestioles qui se développent, comme c'est demandé dans la question, c'est qu'on les a ramenées de l'extérieur, par exemple, en allant faire un tour pour changer de bâtiment. On peut très bien avoir une petite bête dans les cheveux, pas s'en apercevoir, et rentrer, et ensuite aller dans les chambres de culture, et là on peut avoir des problèmes. Maintenant, dans certaines chambres de culture où les conditions doivent être vraiment très strictes, ouais. On nous demande de mettre une protection sur la tête, de mettre une blouse, de mettre des gants, et donc dans ce cas, on n'a pas ce problème. Là, je fais vraiment des tests de la machine, quoi, donc ça me dérange pas trop. Après, c'est vrai que moi, je travaille avec du terreau et avec ces espèces de graviers là, un mix des deux. Parce que c'est plus simple à mettre en œuvre et que je ne fais pas de recherche sur ces systèmes-là. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les échanges gazeux. Donc voilà, j'ai pas besoin de changer la partie racinaire pour ça.
Alors, il y avait une question, je sais que ça ne concerne pas forcément ton sujet de recherche, mais il y avait une question sur les sols, et notamment les sols lunaires et martiens. Je ne sais pas si tu peux renvoyer les spectateurs vers une réponse. La question, c'était, est-ce que ça a été étudié de faire pousser des plantes dans des simulants ou de la vraie régolithe lunaire, par exemple, ou des simulants de régolithe martien en guise de terreau, quoi, vraiment en guise de... Oui, alors oui, c'est étudié. D'accord. Nous, on fait pas mal de tests ici. Beaucoup de choses à dire sur la régolithe. Alors, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas très très pratique parce que premièrement, il faut le nettoyer. Il faut enlever toutes les choses, toutes les toxines enfin pas les toxines, les éléments toxiques pour les plantes et pour nous. Donc sur Mars, dans le régolithe martien, on va avoir des métaux lourds, on va avoir des perchlorates, et donc tout ça, ça va contribuer à des plantes qui ne vont pas être très contentes. D'autre part, la finesse du régolithe, que ce soit lunaire ou martien, fait que c'est pas vraiment un substrat dans lequel on peut facilement faire pousser des plantes, parce que en fait, quand vous mettez de l'eau dans du régolithe, ça va faire comme de l'argile, et donc vos racines, elles ne se développent pas. Donc nous, on fait des tests de germination, et enfin pas moi, hein, mais mes collègues, et l'idée c'est de mélanger le régolithe avec donc, ces espèces de graviers que je vous ai montré en début de présentation, l'arsenite, et de voir à partir de quel pourcentage de régolithe on n'a plus de germination, et dès 25% on a déjà plus de germination, donc là on a un petit problème quand même. Ouais. Donc voilà, sur le régolithe on a deux problèmes, on a l'aspect chimique, et on a l'aspect structure du grain en soi, en lui-même. Et donc et après, on a aussi l'autre problème, c'est que sur Terre, quand on a des simulants de régolithe, on n'est jamais forcément, vu que c'est des simulants, on n'est pas sûr de la composition chimique ou de la composition en grains qui est exacte. Et donc, on va toujours tester pour quelque chose. Donc, par exemple, on va dire, bah voilà, moi, je veux tester pour avoir la même composition chimique que ce que j'aurais sur Mars. Par contre, peut-être qu'en taille de grain, on n'y sera pas. Ou on va tester pour du grain parce qu'on veut faire quelque chose en particulier. En composition chimique, on n'y sera pas. Et donc, c'est compliqué d'avoir les deux ensemble. Et donc, les tests vont regarder seulement certains aspects. Donc, il faut quand même se méfier des études qui disent d'avoir fait pousser des plantes dans du régolithe martien. Parce que déjà, c'est pas du régolithe martien identique. Et puis, il faut voir quelle était la composition de ce régolithe et sur quels aspects ils se sont focalisés. De mon point de vue, je pense qu'il sera beaucoup plus facile, en tout cas au début, d'avoir des systèmes hydroponiques où on fait simplement recirculer de la solution nutritive et on n'a pas de problème de régolithe qu'on vient mélanger avec une espèce de compost ou quoi que ce soit pour avoir les nutriments. Voilà. Parce que vu la structure, vu en fait ce que fait le régolithe sur les plantes, ne serait-ce qu'en termes de structure et qui les étouffe, je pense que pour l'instant on n'est pas du tout au point. Et avoir simplement un système hydroponique avec un recyclage, on est bien. Alors, ça amène une question quand même, ça veut dire que même si à 25% de régolithe ça pose un problème, ça veut quand même dire que là, tel qu'est l'état de la connaissance aujourd'hui, il faut qu'on amène ces graviers à un moment donné dans nos missions. Ces graviers ou autre chose, en fait, on peut imaginer qu'on recycle quelque chose, une structure qui... En fait, le problème là, dont je parlais, à partir de 25% n'a plus de germination, c'est parce qu'on avait une structure trop fine. Donc ça vient peut-être de notre simulant à nous qui n'était pas idéal pour ces tests-là. Je crois qu'on se concentrait sur la composition chimique voilà, en fait, il faut imaginer, c'est comme du sable ou de l'argile dans lequel on mettrait de l'eau,
Et donc, ça se compacte. Donc là, si on veut que cet aspect compact le soit moins, il faut rajouter des grains qui ont une structure plus grosse. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on va amener de la terre, mais ça peut être quelque chose d'autre qu'on aura avec nous et qu'on peut utiliser pour faire pousser des plantes. Tu penses à quoi qu'on puisse utiliser pour faire ça? Je sais pas, juste des choses dont on n'a pas l'utilité. Imaginons qu'on ait des espèces de plastique, mais pas de plastique, genre du PLA qu'on a pour faire des impressions 3D. Donc on a des objets comme ça qu'on peut pas vraiment recycler pour du plastique, qu'on peut utiliser pour apporter en fait cette structure. Et t'aurais pas ce risque il faut aussi contrôler ton gravier parce qu'il contribue aussi à échapper des molécules dans ton eau et donc dans ta plante. Oui. Donc je suppose qu'il y a quand même, t'as autant d'intérêt à contrôler ton sol que ta ventilation en fait, je suppose. Ah bah oui, bien sûr. Ça c'est sûr que le sol faut le contrôler, mais c'est pour ça que pour moi le système hydroponique est le plus simple à l'heure actuelle. Ouais, d'accord. C'est très intéressant. Écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat? Là, vous avez posé des super questions. Franchement, toute la soirée, c'était super. Hein. Et merci beaucoup, Lucie. Hein. Encore une fois, c'était super intéressant. Je crois qu'on est arrivé à la fin. Tu as une autre slide ou c'est la dernière celle-ci? Non, c'était ma dernière photo là, sur ce que je fais un petit peu. Écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions sur le chat? Est-ce que j'ai oublié des questions que j'avais mis en pause ou que j'ai passées? J'ai essayé de toutes les regarder, mais si vous sentez que vous n'avez pas une question qui a été répondue, c'est le moment. On va prendre... Ah oui, Isabelle qui nous demande une question un peu plus personnelle. La vie d'une Française à la NASA, c'est comment du coup? C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Non, c'est bien, il y a tous les aspects d'être étranger, de travailler dans une agence spatiale américaine qui sont intéressants, hein, parce que surtout quand on est en temps de pandémie, il m'a fallu un petit moment pour avoir accès au VPN, pour avoir accès à mon mail à la maison, par exemple. Mais voilà, sinon, d'un point de vue travailler à la NASA, c'est très agréable. C'est des ambiances de travail qui sont différentes de ce qu'on peut trouver en France. Et la NASA, c'est aussi des ambiances de travail qui sont très différentes de ce qu'on trouve dans le privé aux États-Unis. Donc c'est appréciable parce qu'il y a un gros accent qui est mis sur l'équilibre vie perso, vie pro. Et donc on n'incite pas les gens à faire des heures supplémentaires, au contraire. On les incite à rentrer chez eux le vendredi à 17h. Ouais. C'est top. Et alors, c'est pas difficile de rentrer à la NASA justement en tant qu'étranger? Alors, tout dépend pour faire quoi. Alors, je vais commencer au début, en tant que stagiaire, c'est quasiment impossible parce que sans financement. En tant que stagiaire sans financement, en fait, ils acceptent que des étudiants américains. Tout simplement parce que l'argent des taxes américaines ne peuvent pas payer des étrangers. Donc voilà, c'est pas possible. Ensuite, l'autre aspect, c'est que quand on est un stagiaire étranger dans un centre de la NASA, il faut être suivi partout. En tout cas, au Kennedy Space Center, c'est comme ça. Et donc, c'est pas très très agréable pour le stagiaire et pour la personne qui l'encadre. Suivi, c'est-à-dire il y a vraiment physiquement quelqu'un qui te suit? On doit être là, oui, on doit être accompagné dans tous les couloirs et on doit être accompagné depuis l'entrée sur site. Donc ils ont eu un stagiaire canadien il y a quelques années et il fallait que chaque jour au portail d'entrée, il y ait quelqu'un qui l'attende en voiture et qui l'amène au bâtiment, etc., qui l'accompagne. Okay. Après, il y a des cas, notamment, il me semble que l'ISAE Super Héros a des accords comme ça, où certains, et l'ISU aussi fait ça, où certains étudiants peuvent être envoyés en stage à certains centres de la NASA, mais dans ce cas-là, ils sont envoyés avec leur propre financement, et ils n'ont pas un statut vraiment de stagiaire, mais plutôt de... visiting student, ouais.
Donc un chercheur qui vient en visite, quoi. Donc ça, c'est pour tout ce qui est aspect stage. Ensuite, aspect travail. Donc être contractant à la NASA, il me semble qu'il faut au moins un statut de résidence permanente, donc une carte verte. Et puis après, pour être fonctionnaire de la NASA, il faut la citoyenneté américaine. En tant que postdoc, c'est ça qui est génial, c'est que la NASA a un programme de postdoc, donc qui s'appelle le NASA Postdoctoral Programme. Donc là, les gens de n'importe quel pays peuvent candidater, bien que certains pays qui figurent sur une liste que les États-Unis ont, peuvent candidater mais ne seront pas pris parce qu'ils n'ont pas de bons rapports diplomatiques avec. Donc là, n'importe qui quasiment peut postuler avec un projet de recherche dans une structure. Et donc, c'est comme ça que j'ai intégré le groupe en janvier 2019. C'est après sélection de mon projet de recherche. Super, super. Et alors, postdoc, du coup, ton contrat, c'est 2 ans, c'est ça? C'est 2 ans. Donc, c'est 2 ans renouvelables 1 an, donc 2 à 3 ans. Okay. C'est un contrat de 3 ans maximum. Super. Et Zwak qui nous demande, est-ce que tu vas voir les lancements sur la plage toutes les 3 semaines ou bien c'est lassant? First world problem. Alors, oui. Alors, ça dépend, tout dépend des lancements. Parce que du coup, maintenant, comme je peux choisir, il y a des critères de priorité. Si le booster réatterrit, par exemple. Voilà. Il y a des lancements que j'ai vus sur site et il y a même un lancement pour lequel je me suis levée au milieu de la nuit pour aller le voir sur site. La plupart du temps, sinon, je les regarde de la plage à côté de chez moi. Donc ça, c'est très pratique parce que même si c'est un lancement que je veux voir au milieu de la nuit, je mets mon réveil 10 minutes avant. Je regarde s'il n'est pas annulé et j'ai juste à marcher sur la plage, regarder le lancement et retourner me coucher. C'est la belle vie quand même. C'est pas mal. Très appréciable. Mais par exemple, la semaine dernière, il y avait un lancement de Starlink et qui était au milieu de la nuit. Et parce que j'ai un petit problème avec le projet Starlink, je n'étais pas forcément motivée pour me réveiller à 5h du matin pour aller voir le lancement. Donc je l'ai juste entendu, il m'a réveillé. Mais sinon, j'essaye de tous les regarder. Se faire réveiller par les fusées Starlink, c'est quand même le rêve. Tout le monde dit énorme, ça fait rêver. Ouais, c'est fou. Hein. C'est fou. Oui. Non, et ça, c'est l'aspect, c'est vraiment l'aspect, un des aspects les plus cool, si ce n'est pas le plus cool, de travailler ici. Ah tiens, une question intéressante, je ne savais pas ça. ELW38FR qui nous demande, sur le petit atterrisseur israélien Bereshit qui s'est crashé sur la Lune, apparemment il y avait des graines qui ont été dispersées lors du crash. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a... je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais qu'il y a eu, j'en ai entendu parler de cette histoire, mais honnêtement, je ne sais pas comment ça a évolué. Après, si un jour on retourne sur le site d'atterrissage et qu'on voit un arbre, ça va faire tout drôle. Voilà. Si on voit un arbre, oui, ce sera bon signe ou mauvais signe, je ne sais pas, mais les graines sont probablement très très irradiées et desséchées à l'heure qu'il est, donc il n'y a plus trop de risques à se faire. Oui, il y a des tardigrades aussi, j'ai vu ça passer. Oui, Crew Dragon, du coup, tu as pu le voir. Crew Dragon, j'ai été obligée de la voir depuis la plage. J'ai pas pu aller sur site, on n'a pas le droit d'aller sur site. Ah oui, il y avait le confinement. Donc voilà, que depuis la plage, c'était génial. Trop bien. Astromat qui nous demande alors quelles sont tes perspectives pour le futur? Est-ce que tu comptes rester à la NASA, revenir en Europe? Donc moi je compte revenir en Europe donc au courant de l'année prochaine voilà, donc j'ai pas de plan pour rester à la NASA dans le futur. Très bien. Et je dis juste revenir en Europe, j'ai pas de plan plus précis que ça à l'heure actuelle. Voilà. On attend peut-être une candidature d'astronaute par exemple. Peut-être, mais bon ça c'est pas un plan comment dire. Oui, oui, non, mais tu peux pas compter dessus en te disant, voilà, dans 3 ans, je suis astronaute.
Eh ben écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions, hein. Tout le monde en a fait le tour, j'ai l'impression. Très bien. Eh ben écoute, Lucie, je pense qu'on va s'arrêter là. Je tiens à te remercier une dernière fois. Merci encore. C'était vraiment, hein, j'ai adoré. C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses et je suis très content que tu aies pu parler de ton travail, de ton sujet de recherche. C'est top, c'est trop bien de parler de ça et j'ai été ravi de t'accueillir. C'était super et j'ai l'impression que c'est un sentiment partagé par les gens qui nous regardent. Donc, je suis très satisfait. Merci de m'avoir reçu. Je suis vraiment ravie d'avoir pu échanger avec toi puis avec tout le monde par le chat. Merci. Ben, écoute, plaisir partagé. Ah, dernière question, Alexandre qui nous dit, je ne sais pas si tu as répondu, mais qu'en est-il du rendement des plantations en 0G? On parlait de voyage martien, mais il faut bien qu'il y ait un certain rendement pour assurer ça. On avait répondu, je crois. Hein. Oui, donc le rendement, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça, quand j'ai parlé de la ventilation, le rendement va dépendre en partie de ces aspects de ventilation et autres, et donc c'est pour ça qu'il faut bien les étudier. Maintenant, il n'y a pas un rendement qui va être fonction directement de la gravité d'un point de vue métabolique de la plante. La plante, son métabolisme va changer en fonction de l'environnement physique, et donc c'est ça qui influe principalement la croissance des plantes. Très bien. Ça répond à la question. Eh bien, écoute, on a fait le tour, on a répondu à tout. Tout le monde nous dit que c'était super intéressant. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'au bout, surtout. Ben ouais. Et puis, s'il y en a qui ont raté des choses, il y aura le replay sur YouTube, hein, évidemment, comme à chaque fois, d'ici 2 ou 3 jours. Eh bien, écoute, merci encore, Lucie. Du coup, ce que je vais faire, je vais bientôt raccrocher le Skype. Moi, je vais rester en live encore un petit peu avec les gens pour leur dire au revoir. Et voilà, on va se quitter comme ça, je pense. Eh bien, écoute, au plaisir. Écoute, c'était super intéressant. J'ai hâte, hein. J'espère que de retour en Europe, on pourra se rencontrer en vrai. Avec plaisir, ouais. Ça sera avec plaisir. Et puis voilà, on reste en contact et puis à très bientôt. Merci beaucoup encore une fois d'être passé. Merci, c'était vraiment très sympa. Bah écoute, tout plaisir est pour moi. À bientôt, Lucie. À très bientôt. Ciao. Hop, c'est raccroché, mesdames et messieurs. Et hop là, voilà. Bon, écoutez, alors, petite musique. Petit Pandrez là. Est-ce qu'on a une pub? Oh, c'était top, hein. Oh là là, c'était top, hein. Franchement, cette émission, je suis trop content. À chaque fois, c'est trop bien. Et alors, j'adore parce que à la fin de l'émission, quand il y a plein de gens qui disent merci et tout ça, déjà, ça me fait trop plaisir. Et j'adore en fait voir des pseudos qu'on n'a pas vus de la soirée et qui viennent écrire un petit merci dans le chat. Les petits viewers de l'ombre, mais qui prennent quand même le temps de dire merci. Et franchement, c'est trop bien. Merci beaucoup à toutes et tous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent et qui sont pas dans le chat, qui regardent juste et qui n'écrivent pas grand chose, mais franchement toutes et tous qui avaient été là ce soir, c'est top et ça fait vivre ces projets. C'est aussi grâce à vous que l'émission continue et c'est top. Et continuez d'essayer de la partager si ça vous plaît, essayez d'en parler autour de vous. Parce que voilà, quand on essaye de faire parler de sa passion, c'est vraiment le top, c'est qu'on puisse en parler au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à partager le concept autour de vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous voulez nous retrouver quand on est en dehors des lives, quand on n'est pas en live et que vous voulez nous poser des questions, il y a évidemment mon Twitter. Mais sinon, je suis aussi actif et très actif sur le Discord. Si jamais vous êtes sur Discord, on a un Discord qui rassemble donc toutes les initiatives de vulgarisation scientifique en live. Donc il n'y a pas que cette émission, il y a pas que moi sur ce Discord. Il y a aussi des gens comme Tout ce qu'on prend qui est sur le chat. C'est une chaîne de vulgarisation scientifique très générale qui parle de plein de choses. Lucie a un Twitter aussi tout à fait @SpaceChicken. Lucie Poulet, elle s'appelle, donc elle s'est appelée Space Chicken. C'est très original. Et sinon sur le Discord, donc on a aussi Théo du collectif Conscience, des streameuses comme Whitney qui fait des actualités spatiales, un peu de KSP, du Mars Horizon, des lives de lancement. On a Space Tom Alice qui nous fait des dessins, des aquarelles et qui joue aussi à
toujours Endless Space. C'est Endless Space? Moi je crois que c'est ça. Et bref, il y a plein de gens d'Assaju, plein de gens qui font des trucs de Vulga en live. Et alors, pour celles et ceux qui sont restés, il y a un live exceptionnel la semaine prochaine, mardi 23 juin à 19h. On invite Sabine de C'est pas sorcier. Oui, mesdames et messieurs, Sabine Quindou sera avec nous sur la chaîne du Collectif Conscience. Et c'est trop bien. On va parler avec elle donc des coulisses de l'émission de C'est pas sorcier. On va aussi regarder un C'est pas sorcier avec elle. On va regarder le C'est pas sorcier sur les comètes et les astéroïdes. Donc la mission Rosetta, où elle était dans les salles blanches de l'ESA avec la sonde Rosetta. Elle était genre à côté de Philae, le petit atterrisseur qui a atterri sur la comète. Ça va être ouf. Sabine, les gens, mais c'est dingue. Genre vraiment Sabine de la télé, genre vraiment Sabine de C'est pas sorcier sur Twitch en direct. C'est trop bien, punaise. Mardi 23h. Trop bien. Bientôt les 10 000 points de chaîne. Oui, c'est vrai qu'à 10 000 points de chaîne, vous pouvez regarder un C'est pas sorcier. Ah d'ailleurs, il y a toujours la vidéo YouTube qui tourne. Eh ben tant pis, YouTube au moins vous êtes au courant. Mardi 23 juin, Sabine, twitch.tv/collectif conscience. Ça sera pas sur ma chaîne, hein, mais j'y serai. À bientôt YouTube, à la semaine prochaine, salut.